Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. La pratique bouddhiste, parce qu'elle fait travailler sur soi et sur son attitude vis-à-vis du monde, peut amener à s'engager pour les autres ou pour la protection de la planète. Se soucier du vivant, donner un sens concret à sa vie dans un engagement du quotidien, témoigne de la cohérence que l'on peut établir entre pratique et agissement. C'est ce que nous allons décrire aujourd'hui avec notre invité Emmanuel Olivier. Nous parlerons de la motivation qui peut déclencher un engagement et bien sûr des domaines très concrets de la vie quotidienne dans laquelle l'engagement peut se décliner, comme par exemple l'alimentation ou encore la préservation de la nature. Emmanuel Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bouddhiste de la tradition zen, mais vous connaissez aussi la tradition Theravada. On peut dire que vous êtes un bouddhiste engagé. D'ailleurs, vous êtes engagé en politique, notamment pour la cause animale. Vous pratiquez au sein de l'association Zen Voix du Cœur. Et puis, vous dirigez des établissements sociaux pour la fondation de l'Armée du Salut. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui pousse à aider les autres ? Pour moi, ça fait complètement partie d'une démarche spirituelle. C'est-à-dire que la pratique amène à s'ouvrir aux autres et la spiritualité, c'est être lié. Quand on dit les autres, c'est aussi bien les êtres humains que les autres entités, le vivant. Oui. Est-ce que c'est un sentiment de vulnérabilité qu'on éprouve soi-même face au monde qui fait que ça déclenche un processus de compréhension des autres ? C'est la compréhension qu'on est complètement relié. C'est-à-dire que la pratique spirituelle, la pratique intérieure est complètement connectée à l'environnement, à l'univers. C'est vraiment ce lien, car il n'y a plus de dualité entre soi et entre l'autre. Donc c'est un automatisme où à un moment on s'ouvre. La pratique permet de prendre conscience de l'interdépendance des êtres. Et c'est cette interdépendance et c'est aussi l'autre qui me permet, moi, d'affermir aussi ma pratique et de continuer à me transformer. Est-ce qu'il y a une différence entre l'empathie et finalement la compassion ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais utiliser les deux. L'empathie, c'est aussi dans un cadre professionnel, dans des relations, aussi dans le rapport à l'autre. Je dirais que la compassion, pour moi, une profondeur qui intègre d'autres dimensions aussi, qu'on ne va pas utiliser forcément dans certains cadres, mais la compassion, c'est aussi d'être complètement connecté avec la souffrance de l'autre, sa propre souffrance, et de pouvoir avoir une qualité aussi relationnelle de dialogue qui, pour moi, est au-delà de simplement cette relation, au service de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, on en avait parlé il y a quelque temps, à propos de la crise du Covid. Il y a eu des élans de générosité, de solidarité. Est-ce que la question de la justice sociale, quand on est pratiquant, peut finalement faire se révéler des bodhisattvas ? Pour moi, la question du bodhisattva, c'est comment je continue à pratiquer, à avoir une intériorité, donc une sagesse, et en même temps être connecté à travers la compassion avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on part de l'idée que la vie, que le monde est amour, c'est méta, et donc cette connexion, elle est complètement là. Et l'autre, c'est aussi moi-même. Donc dès qu'il y a cette interdépendance, je dois prendre soin de l'autre, parce qu'en prenant soin de l'autre, je prends soin de moi-même. Oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un bodhisattva ? Alors, un bodhisattva, c'est un pratiquant qui s'engage et dans une transformation personnelle, donc pour atteindre la sagesse, et dans une transformation extérieure, donc l'action sociale, l'écologie, au service de l'autre. Donc qui fait vœu de ne pas être que sur une pratique personnelle, mais aussi une pratique pour accompagner les autres. Vraiment avec un grand A. Tourner vers autrui. Tout à fait. Alors, prendre soin de l'autre, c'est aussi prendre soin de la nature. Ça peut même commencer par ça. Tout à fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va aussi parler d'éco-sattva. C'est qu'aujourd'hui, je pense que tout à fait, pour le bouddhiste engagé, la nature doit être complètement aussi un lieu d'activisme. C'est-à-dire que le Bouddha a vécu dans la forêt, s'est réalisé dans la forêt, est mort dans la forêt. Et la question aujourd'hui de la pratique, aussi dans la nature, de prendre soin de l'arbre, fait complètement partie de la pratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester enfermé entre quatre murs et pratiquer sans prendre en compte aussi l'environnement. Par où commencer quand justement on pratique, qu'on veut on veut s'engager pour la préservation de la nature, par exemple ?
Quels seraient les conseils Je pense que déjà, ça peut être de pratiquer dans la nature, aussi de sortir, de respecter la nature, de voir l'interdépendance des choses. C'est-à-dire que quand je me nourris, quand je vois un environnement, aussi de voir cette interdépendance et aussi de remercier aussi cette nature qui me nourrit et qui me fait vivre et qui me permet de respirer, qui me permet de boire, qui me permet d'être complètement connecté. Donc c'est déjà partir par ça. Et puis prendre conscience de cette interdépendance et du besoin de respecter et aussi de prendre conscience que la nature, on la voit beaucoup comme utile à l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment de se décentrer, la nature, c'est pas simplement l'alimentation. Et je pense que voir un pommier, effectivement, il y a la pomme, le fruit, mais c'est aussi un pommier en tant que tel. Alors très concrètement, pour indiquer que l'engagement, ça commence vraiment tout petit pas par petit pas, c'est par exemple privilégier les circuits courts pour son alimentation. C'est les circuits courts, c'est peut-être aussi dans ce qu'on achète, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi de prendre des produits de base et de les transformer soi-même, de privilégier un peu la qualité. Alors quand je dis ça, je suis aussi très attentif que ça soit en lien aussi avec une justice sociale, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse aussi avoir accès à cet aliment, voilà, des aliments de qualité, respectueux aussi des modes de production, des modes de vente et autres. Donc ça, effectivement, c'est une des portes d'entrée aujourd'hui qui est vraiment très présente. Et puis aussi le respect de la nature dans la manière de se déplacer, la manière de voyager. Peut-être c'est aussi engager une réflexion et revoir aussi sa manière d'utiliser cette nature. Toujours par rapport à l'alimentation, on peut parler aussi de la question de la viande, de la nourriture carnée. Comment la limiter et pourquoi la limiter ? Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où on n'a pas forcément le choix de la limiter. C'est aussi de prendre conscience pourquoi la limiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une telle production et on a aussi une telle souffrance animale que la qualité de la viande aussi est remise en question. Et je pense que reconnecter avec l'animal, même reconnecter quand on la mange et peut-être ritualiser différemment ce lien avec l'animal, c'est aussi un premier pas. Maintenant, voilà, je ne suis pas là pour dire tout le monde doit devenir végétarien. Alors donc on parlait de limiter sa consommation de viande. Vous avez distribué des repas grâce à des plateformes de mise en relation avec des foyers nécessitant une aide alimentaire. Est-ce que vous avez proposé des repas végétariens ? Oui, on en propose, puisque ça permet et de répondre aussi à l'ensemble des besoins des personnes, puisque c'est des repas équilibrés, et en même temps de pouvoir donner à l'ensemble des populations en respectant aussi leurs croyances religieuses. Donc on propose aussi des repas végétariens, notamment on le fait aussi avec des sanghas. Maintenant, c'est pas forcément partout, tout le temps. Parce que je pense que, pareil, nos excédents de viande, on a tendance à les proposer aussi aux personnes les plus vulnérables, voire par rapport au stock de surconsommation. Donc je pense qu'il y a aussi une vraie question de justice sociale par rapport au fait d'avoir des repas plus équilibrés et potentiellement avec moins de viande. Alors Emmanuel Olivier, vous êtes vous-même engagé politiquement pour la cause animale. Par où commencer ? C'est un vaste sujet en fait. Oui, donc moi je suis engagé auprès du Parti animaliste, qui est un parti politique qui a décidé de faire une campagne sur les questions animales pour donner une place, entre guillemets une place politique, et là dans les municipales au niveau de la ville, sur les questions animales, que ça soit et sur l'alimentation, mais aussi sur l'animal en tant qu'être vivant, sur la question de la souffrance, la question de l'éducation. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, concrètement, ça veut dire d'avoir un élu au niveau de la ville ou du commissariat sur la question de la maltraitance animale, de pouvoir avoir des cours dans les écoles aussi sur le lien avec l'animal, de pouvoir avoir des espaces dans la ville pour les animaux, de pouvoir tracer aussi sur la question de la vente de viande, sur les laboratoires. Ça a été aussi d'avoir un menu végétarien dans les cantines scolaires. Voilà, c'est des éléments très pratico-pratiques, que les animaux ne soient pas utilisés pour des jeux, comme le cirque et autres. Donc c'est vraiment des points très pratiques. Alors on l'a vu avec la crise du Covid-19, il y a eu un ralentissement de la consommation. Qu'on le veuille ou non, on pouvait beaucoup moins aller chercher autour de soi, se bouger, etc. Donc est-ce que ça aura apporté quelque chose de positif selon vous, ce ralentissement ? Oui, je pense, parce que le ralentissement, c'est aller moins consommer, aller moins dans les magasins, c'est aussi gagner du temps. C'est aussi beaucoup plus de personnes sont mises à cuisiner.
donc de transformer les aliments. Et puis, je pense qu'il y a aussi le monde du vivant, le monde des agriculteurs se sont aussi organisés pour pouvoir aussi dire on est là, on veut faire aussi du bio, on veut faire aussi des produits de qualité. Et il y a des réseaux qui se sont aussi mis en place. Et je trouve que voilà, il y a un enclenchement qui s'est mis en place sur aussi le fait de moins gaspiller. Sur la transformation aussi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Vous dites que, par exemple, prendre le temps de faire la cuisine, c'est peut-être aussi une façon de pouvoir méditer. Il y a beaucoup de moments dans la journée dans lesquels on peut méditer. Je pense que la méditation doit aussi faire partie de l'action. C'est vraiment, pour moi, c'est complètement connecté. Donc, que ça soit faire la cuisine, que ça soit de s'occuper de ses enfants, que ça soit la manière dont on marche, la manière dont on s'exprime, c'est vraiment le ralentissement nous permet d'avoir une pratique et une méditation incarnée dans la vie quotidienne. Et ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et ça permet d'avoir une pratique en continu. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Par exemple, effectivement, préparer un repas, comment ça se passe si l'on médite en même temps, surtout si on est en famille? Je pense que préparer un repas, c'est déjà prendre conscience des aliments. C'est aussi connecter avec les différents sens qui nous relient à ces aliments. C'est aussi préparer un repas ensemble, donc avec les autres membres de la famille. Et puis, c'est partager ce repas. C'est de voir aussi comment, potentiellement, s'il en reste, on va transformer ce repas. Et puis, de se dire, on a vécu aussi une période où, à un moment, il y a eu une panique en disant est-ce qu'on va pouvoir se nourrir? Est-ce qu'il va y avoir des aliments au supermarché? C'est aussi voir la qualité et la richesse aussi de ce qu'on a en face de soi. Et que ce ne sont plus simplement des choses au service de l'homme, c'est aussi du vivant. Alors avant la crise du Covid, on était vraiment dans la surconsommation, il y a eu un ralentissement. Est-ce que finalement une vie moins avide, où il y a moins de tentations, nous donne plus de sens justement? C'est ce que nous a dit le Bouddha avec la question de dukkha, de la souffrance. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui crée de la souffrance parce qu'on a l'impression d'être vide et que la consommation potentiellement va remplir ce vide. Et là, on s'est rendu compte qu'on pouvait remplir ce vide par autre chose que simplement consommer, qu'on avait beaucoup de livres chez soi qu'on n'avait pas forcément lus, qu'on avait aussi des placards remplis d'aliments qu'on pouvait transformer, et que ça a permis de prendre conscience que tout est là. Et voilà, et on peut créer, on peut prendre connaissance de nouvelles recettes, transformer. J'ai vraiment, pareil, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup vu sur la question de l'aliment vivant. Et ça, il y a aussi un autre rapport qui s'est mis en place avec l'aliment, comme notre rapport avec les arbres, avec les animaux, c'est extrêmement présent. Il y a eu aussi la question de l'engagement pour les autres, justement, donner du temps aux autres, même par rapport à sa pratique. Et j'ai vu une vraie solidarité par rapport aux autres aussi à travers les aliments, de préparer des repas pour des autres, d'aller donner à son voisin. Je trouve qu'il y a eu vraiment beaucoup de collectifs citoyens, d'habitants de quartier, se sont mis à travers l'alimentation à créer aussi des liens et recréer du dialogue. Finalement, pour vous, est-ce que cette période du Covid a été une épreuve ou au contraire un tremplin? Pour moi, tout est tremplin. C'est-à-dire que ça oblige à un moment à faire un pas de côté, à repenser les choses, à se remettre en question, à réfléchir, à se redonner une direction, à espérer aussi, avoir de la gratitude. Tout ça est complètement présent. Merci beaucoup Emmanuel Olivier d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, La Terre est ma demeure de Thich Nhat Hanh, édition Belfond. Le grand sage vietnamien se dévoile dans son autobiographie de l'exil à la pauvreté jusqu'à la création du village des pruniers pour définir que le vrai chez soi est finalement l'instant présent. De la bienveillance à l'amour inconditionnel du vénérable Gunaratana, édition Marabout. Cet ouvrage propose les enseignements primordiaux de Metta, l'amour universel, et explique comment cultiver la bienveillance envers autrui permet de trouver la paix intérieure. Et puis L'Espérance en mouvement de Johanna Massy et Chris Johnston chez Labor et Fides. L'émission touche à sa fin, vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Merci à tous de nous avoir suivis, très bonne semaine et bon dimanche.